Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode 30, j'espère que tout le monde va bien, je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien, comment tu vas ? Toujours là, ça va très très bien, très en forme, je sais pas pourquoi, Petit peu sûrement de un peu de fatigue. fatigue. Oui. La fatigue, toi aussi, on est très en forme, donc tant mieux, on va tout donner pendant une heure et demie grand max, on va essayer de faire un peu plus court que d'habitude, parce qu'on a pas mal d'infos, pas mal de brèves, un gros sujet super intéressant et quelques recos, donc voilà, et cette semaine malheureusement pas d'invité, peut-être que la semaine prochaine il y en aura un, on est en train de travailler là-dessus, je sais que vous commencez à vous y habituer un petit peu, voilà, c'est vrai qu'on a réussi à avoir pas mal d'invités. Ah, les gens ne viennent plus nous voir, tu sais, maintenant, ils viennent voir les célébrités qui se succèdent Les collabs, ils viennent dans voir les ce collabs. podcast, bien entendu. Ouais. Merci à tous ceux, en tout cas, qui nous ont découverts avec ces différentes apparitions d'invités, bien entendu. Et puis, n'oubliez pas de soutenir le podcast gratuitement, en participant sur les différents réseaux sociaux, en partageant la bonne parole. C'est comme ça, évidemment, qu'on va conquérir le monde. Et on vous rappelle que vous avez désormais un point de chute sur Discord. C'est un serveur communautaire, en fait, où vous pouvez discuter avec nous de l'actualité pop culturelle, etc. C'est vraiment un endroit où on est chill et où on discute ensemble, donc n'hésitez pas, les liens sont disponibles à peu près partout où vous nous écoutez, donc n'hésitez pas à aller là-bas, et si vous voulez nous donner quelques petits deniers, c'est sur notre page Ko-fi que ça se passe. Avec des avantages, si vous donnez un petit denier, voire deux petits deniers, voire trois petits deniers. On aime bien les petits deniers. Hein. On aime bien les petits deniers, vous pouvez aller jusqu'à 10, allez, faites-vous plaisir. On donne justement un avantage, c'est de pouvoir participer à l'émission de façon textuelle, en fait en posant une question qu'on lira dans l'émission, en tout cas dans la prochaine émission, après avoir découvert le message. Ça peut être un message textuel, ça peut être un message audio, et ça peut aussi aller jusqu'à un message vidéo qu'on diffusera dans l'émission. Donc en général, ce message-là, on le met en avant si c'est une question, on veut pas juste que vous nous disiez c'est génial ce que vous faites les gars. Vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit, faites-le, il n'y a aucun souci. Mais c'est plutôt une question liée à la pop culture, à laquelle nous on peut répondre, et on se fera un plaisir de le faire et de vous mettre en avant. Peu importe le format, que ce soit textuel, audio ou visuel. C'est bien résumé tout ça. Qu'est-ce que c'est que Pop News quand même ? Pop News, c'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Et chaque semaine, on a une section brève, avec en bref qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, le point box-office d'Adrien sur les recettes dans le monde et en France, le gros sujet, une discussion en général sur la pop culture bien entendu, les sorties de la semaine, le radar des sorties, et puis une section reco, anti-reco, on verra en fonction de ce qu'on a décidé de regarder ou de jouer cette semaine. Et cette semaine, petit avant-goût, on va vous parler de 2 séries. Allez, on commence tout de suite par les brèves, Adrien. Je crois que c'est toi qui commence, puisqu'on a eu une flopée de trailers cette semaine, et particulièrement ce week-end, notamment grâce à ce qu'on appelle la CCXP, la Comic Con Experience, qui a lieu, me semble-t-il, au Brésil, et qui est un petit peu le moment où les studios se sont dit « Viens, on va communiquer ». Allez, vas-y, et notamment George Miller et son Furiosa, qui est le préquel de Mad Max Fury Road, qui met en scène Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. C'est exactement ce que vous avez vu dans Fury Road, mais avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Ça raconte en fait le passé de Furiosa, la jeunesse de Furiosa, comment en fait elle s'est plus ou moins fait capturer, en tout cas elle a été enlevée à sa famille quand elle était jeune, et comment elle est devenue la Furiosa jouée par Charlize Theron dans Fury Road. Ça a l'air super, les images sont vraiment incroyables, on sent que l'étalonnage n'est pas encore fini, qu'il y a plein de choses à faire, donc déjà rien qu'avec ça, ça donne envie. Ça peut être un film fou furieux comme l'était Fury Road il y a bientôt 10 ans, malheureusement, le temps passe vite. C'est vrai. 2015 déjà. L'impression que le film est sorti hier et qu'il est encore vachement bien par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et donc Furiosa a l'air exceptionnel avec une prothèse nasale de Chris Hemsworth pas piquée des hannetons. J'avoue. Au début j'ai eu du mal à le reconnaître, j'ai fait c'est Chris Hemsworth. Méconnaissable, voilà, ils l'ont enlaidi. C'est dur d'enlaidir Chris Hemsworth, mais ils ont réussi quand même. Et le film sort en 2024. On n'a pas de date exacte. On vous en parlait récemment. George Miller et Marel présentés au Festival de Cannes, donc en mai 2024, comme ça avait été le cas à l'époque avec Fury Road. Il y a de grandes chances pour que ça se fasse, vu que le trailer est prêt, la post-prod est en cours.
On est en décembre 2023, ça paraît pas déconnant pour que le film sorte, en tout cas à Cannes en mai 2024, et pourquoi pas dans la foulée au cinéma en France et aux États-Unis et dans le reste du monde. Mais ça avait été le cas pour Mad Max Fury Road, hein, de mémoire. Il avait La été date de présenté, sortie exacte, je l'ai plus, mais je crois que oui, c'était Cannes, dans de le... mémoire. Ah, il était présenté à Cannes, c'est sûr et bien certain. entendu. Bien sûr, oui, il était présenté à Cannes. Et je crois que c'est sorti à peu près dans le même temps. Ouais, il y a de des mémoire. chances. Il y a des chances. En tout cas, on vous invite à aller voir le trailer qui est super. Il y aura Grave. d'autres bandes annonces qui sortiront prochainement. Ceux qui ont été réfractaires à Fury Road, évidemment, seront réfractaires à Furiosa. C'est exactement Oui. la même DA et le même genre de film. Mais ceux qui ont adoré, comme moi et comme toi, je crois aussi, J'ai seront adoré très contents Fury Road. de revoir Furiosa. Et honnêtement, moi, quand je vois les images qu'on a vues de Furiosa, ça me donne une furieuse envie de regarder ce film, parce que très Il est franchement, drôle. c'est super propre en fait. Oui, bien sûr. Déjà. Et la ça post-prod n'est pas finie encore une fois. En plus. Ouais. Bref, franchement, très chouette. Deuxième trailer, alors il y en a eu plein, mais on vous en a sélectionné que 2 parce que on voulait faire en sorte qu'il y ait une partie brève relativement courte. Mais deuxième, on ne pouvait pas passer à côté, bien entendu. C'est House of Dragon, saison 2, qui a dévoilé un teaser. Enfin, c'est pas encore un trailer en bonne et due forme, une bande-annonce en bonne et due forme, mais on a quand même eu 1 minute 10 de nouvelles images de House of Dragon saison 2. C'est les premières, en fait, en mouvement, dévoilées par HBO, et pour le coup, je crois qu'on sera tous les deux d'accord pour dire que ça tabasse, que on nous en envoie très fort, hein, pour ces premières images de House of Dragon saison 2. C'est évidemment une des grosses séries attendues pour 2024. Toujours été 2024, alors que le chat nous fait un petit coucou à la caméra. Encore, évidemment, un des gros avantages de regarder le stream tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv/popnews, ou bien de regarder les rediffusions en vidéo sur Dailymotion et sur YouTube. Voilà, ceci est évidemment un shameless plug, comme on dit, mais je reviens à mon sujet à la langue principal, française. à savoir House of the Dragon, qui va très fort, hein. La danse des dragons, donc la guerre fratricide entre les Targaryens, va commencer en bonne et due forme en saison 2, et on nous montre dès ce teaser que va y en avoir beaucoup, en fait, des batailles, va y avoir beaucoup de dragons qui crachent du feu, va y avoir beaucoup de morts, d'assassinats, etc. Et pour les gens qui ont lu Feu et Sang, donc le bouquin qu'adapte cette série, vous savez qu'il y a pas mal de choses très intéressantes qui vont se passer dans cette saison 2, donc très honnêtement, je suis méga chaud. Je suis méga chaud, je l'attends aussi avec impatience. Toi encore plus que moi parce que t'as lu les bouquins comme tu l'as dit. Enfin vraiment, il y a une hype qui se crée autour de cette série. Ça fait plaisir de retrouver une série à la Game of Thrones. Évidemment c'est un préquel et c'est un spin-off. Mais ça fait vraiment plaisir de retrouver cette ambiance, ce truc de regarder une série toutes les semaines, vraiment hypé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Depuis peut-être House of the Dragon saison 1 quoi. Ouais, là. Et donc c'est cool et ça a l'air encore une fois extrêmement bien produit. Extrêmement bien joué, et puis je suis toujours là pour Matt Smith, même s'il a joué dans Morbius, on est toujours présent quoi. Donc les erreurs de parcours, ça existe, ça, bien entendu. Il avait besoin de fric. Le fric, c'est important aussi, hein. Donner sur notre page Ko-fi, bien entendu, des montants à peu près aussi phénoménaux que les cachets de Matt Smith, on appréciera. Oui, des doublons d'or, s'il vous plaît. Très bien. Tu vas nous parler... Alors, on n'a pas choisi de vous parler du trailer de The Boys saison 4, puisqu'il n'y a pas grand-chose à en dire, mais vous pourrez le regarder si le cœur vous en dit. En revanche, on a une brève à vous annoncer au sujet de The Boys, qui va continuer à se décliner avec un nouveau spin-off. Ouais, The Boys Mexico. En fait, la série d'Amazon développerait actuellement, selon plusieurs sources qui concordent, ça reste encore à l'état de rumeur, mais c'est quasi sûr qu'il y a un spin-off The Boys Mexico qui est en développement, donc en fait en langue espagnole, qui serait toujours basé sur la série de super-héros créée par Garth Ennis et Derek Robertson. Et ça pourrait se passer en fait à Mexico City, en fait dans la ville de Mexico au Mexique. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos en fait sur le scénario de cette série spin-off. Ce sera encore une fois Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios qui produiraient The Boys Mexico. En ce qui concerne en fait les producteurs, on a aussi des infos de sources qui disent que Diego Luna, qu'on a vu dans Star Wars Andor, qui est le premier rôle de Star Wars Andor, et Gaël Garcia Bernal, qui jouait dans Mozart in the Jungle et Station 11 plus récemment. Station 11.
Super série de post-apo qu'on vous conseille, qui est tirée d'un excellent bouquin, qui serait à la production. En fait, les deux acteurs, donc D'accord. Diego Luna et Gaël Garcia Bernal, seraient à la production et apparemment pourraient peut-être aussi faire leur apparition dans la série. Ah ouais. Encore une fois, tout ça, ça reste à l'état de rumeur, Bien sûr. mais il y a très peu de chances que ce soit pas acté et que The Boys Mexico en tout cas n'existe pas. Pour Gaël Garcia Bernal et Diego Luna, c'est autre chose. Ouais. Pour la série The Boys Mexico, c'est quasiment sûr que ça va se faire, quoi. Ouais, The Boys, ça cartonne hein, sur Prime. Ils mettent énormément de billes dans cet univers. Ça se voit qu'ils sont très contents de Ouais. ce qui est en train de se passer, de ce qui s'est passé avec Gen V, qui a été très vite renouvelé pour une saison 2, de The Boys saison 4 qui arrive et qui est... J'ai l'impression, en fait, tu m'arrêtes si je me trompe, que ils ont trouvé leur licence qui fait parler tous les ans Amazon. chez Prime. Ouais, Oui. Et Prime avait besoin de ça un peu, hein, parce qu'ils essayent un petit peu dans tous les sens. À une époque, c'était Jack Reacher, mais ça a pas trop pris. Non, Ils ont leur licence là, ouais. Ouais, à une époque, c'était Jack Ryan aussi. Ça a pas trop pris, mais là, The Boys, pour le coup, ils ont vraiment leur truc. Alors, la série socle avec The Boys, et ensuite, les spin-offs qui aussi intéressent pas mal de monde, quoi. Le seul reproche que je ferais en fait à The Boys, et donc là, si The Boys Mexico voit le jour et va voir le jour, c'est quasiment sûr encore une fois, c'est qu'en fait The Boys devient ce que la série critique en fait. C'est-à-dire que ça devient une franchise, et donc The Boys à la base ça critique les franchises de super-héros à l'intérieur de la série en disant regardez, il y a les Seven, The Vote, Seven, etc. Et en fait ils commencent à faire un spin-off sur spin-off, et donc ça devient un MCU de la télé, certes un peu plus gore évidemment. Mais attention quand même, attention à pas trop en fournir et à pas trop en donner, parce qu'au bout d'un moment la quantité va supplanter la qualité. On en et le parlera. Exactement. Et c'est une transition que je voulais que tu me fasses. Voilà, on va en parler tout à l'heure dans notre gros sujet. Restez jusqu'au bout de l'épisode. Gros sujet qui va pas spécialement parler de grosses licences, du MCU, de Star Wars ou quoi que ce soit, mais en fait si. Il y a un angle plus global en fait sur tout ça. En tout cas, oui, The Boys qui critique souvent le capitalisme, mais qui en réalité est en train d'en devenir un des rouages, quelque part. C'est produit par Amazon. Exactement. Voilà. Donc, on en parlait à l'époque, tu sais, quand on critiquait Black Mirror, saison 6, et on disait que ils faisaient genre et critiquaient Netflix, mais en réalité ils sont produits par Netflix. Bon, là c'est un peu le même délire en réalité. C'est un peu ça. Allez, je passe à autre chose avec une nouvelle brève, cette fois autour du MCU avec Tom Holland. Tom Holland, vous le savez, qui est évidemment richissime hein, grâce à Spider-Man, entre autres, et on nous a plus ou moins dit que un épisode 4 de la saga Spider-Man pouvait se faire avec Tom Holland, et il a pris la parole cette semaine, et il se montre un petit peu plus mesuré. Il a pris la parole dans une conférence de presse à la Critics' Choice Association, et il a dit en fait, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été dans des discussions actives au sujet de ce à quoi pourrait ressembler un 4e film sur mon personnage. Il l'appelle mon personnage, c'est marrant. Que l'on arrive ou non à trouver un moyen de faire justice au personnage est une autre paire de manches. Donc, visiblement, il y a une problématique de qualité du script que remonte Tom Holland. Il dit « Je suis très protecteur de Spider-Man, je me sens très chanceux qu'on ait pu travailler sur une licence qui s'est améliorée avec chaque film, ça on pourrait en débattre, et on en a déjà débattu cet été avec un épisode spécial de Pop Classics, n'hésitez pas à aller le regarder ou l'écouter, que nous ayons eu plus de succès à chaque film, ça pour le coup ça ne se débat pas, ce qui est très rare, et je veux protéger son héritage, donc je ne ferai pas un autre film juste pour en faire un autre, il faudra que cela soit à la hauteur du personnage. Donc, il douche peut-être un petit peu les espoirs, ou alors, peut-être qu'il est dans une négociation salariale aussi avec Sony et Marvel, et que cette prise de position, elle est là aussi pour faire en sorte qu'ils alignent le carnet de chèques, et qu'ils augmentent un petit peu son salaire. On va rappeler quand même qu'en février, Kevin Feige nous disait que l'épisode 4 de Spider-Man était d'ores et déjà en train d'être pensé et écrit par des scénaristes, il disait qu'ils avaient des grosses idées, et en juin, on avait Tom Holland qui disait qu'il avait déjà eu des réunions et des discussions autour de cet épisode 4, mais qu'ils en étaient encore qu'au début. Donc on a l'impression que publiquement, c'est plutôt Tom Holland qui freine autour de Spider-Man 4. C'est peut-être un moment pivot en fait dans sa carrière où voilà, il a terminé sa trilogie, il peut se casser, il est pas obligé de rejouer Spider-Man, et ce serait un peu dans la suite logique de ce qui s'est passé avec les autres. Voilà, 3 films, 2 films, 3 films, c'est un peu ça à chaque fois, donc est-ce que le 4e ce serait le film de trop? Il rapporterait de l'argent, c'est sûr et certain. Est-ce que pour lui, pour sa carrière, ça vaut le coup? Il y a
évidemment plein de choses à faire avec ce personnage-là qui n'ont toujours pas exploité. Spider-Man a vraiment besoin, je trouve, de se libérer de ce carcan lycéen, et là, il faut aller un peu plus loin maintenant. Mais pas sûr que Tom Holland veuille forcément, et il le dit lui-même, aller dans cette direction-là. À voir. Ouais. À voir. En tout cas, tout ça est intéressant, et de voir comment il va poursuivre sa carrière, bien entendu. Il y en a un qui poursuit bien sa carrière, c'est Michael B. Jordan. On a une petite... Alors, je sais pas si c'est une information ou une rumeur, au sujet d'un potentiel rôle dans une suite attendue, Je suis une légende 2. Ça a été longtemps une rumeur, Michael B. Jordan en fait qui serait dans Je suis une légende 2. Alors vous allez me dire ok, pourquoi pas, c'est vrai que c'est un personnage qui n'apparaît pas dans le premier film, sauf que Will Smith aussi apparaîtra dans Je suis une légende 2. Et là vous allez me dire mais attendez, ceux qui ont vu le film, désolé pour le spoiler, le film est sorti en 2007 je crois, je me permets de spoiler, Will Smith meurt à la fin de Je suis une légende. Donc, comment faire désolé. Très bon film au passage. Hein. Mais comment faire une légende Comment faire une suite à Je suis une légende Eh bien, les petits malins ont décidé en fait d'utiliser la fin Director's Cut qu'il y avait sur le DVD de Je suis une légende et pas la version cinéma, donc il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu cette fin alternative en fait de Je suis une légende, dans laquelle Will Smith survit aux vampires, monstres en fait qui sont présents dans le film, et il retrouve un semblant d'humanité en fait dans une sorte de village dans lequel il y a des humains qui ont réussi à survivre pas très loin quoi. Fin pas ouf, clairement, parce qu'en fait je trouve qu'elle gâche le principe du film, donc voilà, il y en a qui ont bien aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. En tout cas, ils ont décidé de partir sur cette fin-là, cette fin alternative, et c'est Will Smith en fait qui parle de ça en disant j'ai un coup de fil avec Michael B. Jordan demain, le scénario de Je suis une légende 2 vient juste d'arriver, nous allons partir sur la fin DVD dans laquelle mon personnage continue de vivre. Pour l'instant, on n'en sait rien sur la suite de Je suis une légende 2 qu'il réalisera, etc. Mais on sait que Will Smith et Michael B. Jordan seraient présents en fait dans cette suite et joueraient peut-être tous les deux. Michael B. Jordan, si on va un peu plus loin, pourrait peut-être jouer quelqu'un de la famille de son fils, dans mes souvenirs, je crois, non, son fils meurt dans le film aussi. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a des chances qu'il y a un lien de parenté peut-être entre les deux, et il y a un truc de famille dans le premier. Ouais. Clairement. Donc à voir quoi. C'est un film qui a été vachement apprécié à l'époque. Oui. Moi j'avais bien aimé. C'était assez révolutionnaire quand même, parce qu'ils avaient réussi à bloquer New York. Ça avait d'ailleurs bien emmerdé les New-Yorkais. Je me rappelle d'articles de presse qui gueulaient parce qu'ils pouvaient plus circuler sur les grandes avenues de New York. Et c'est un rendu quand même assez exceptionnel pour un film qui a 15 ans, qui est super beau encore aujourd'hui à regarder, et qui était porté par Will Smith, franchement de la minute 0 jusqu'à la dernière quoi. Donc, c'était assez ouf. Ouais, clairement. C'est un très bon film, et avec un Will Smith qui était à l'époque très bon, quoi. Qui était très bon et qui n'était pas du tout défoncé par le grand public et la critique depuis sa claque aux Exactement. Oscars. Voilà. Exactement. Dernière brève qu'on vous a sélectionnée cette semaine est au sujet d'Avengers 5. Vous savez qu'Avengers 5 est prévu pour une sortie le 1er mai 2026, ou alors si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Il se trouve que ce film a changé de scénariste. Le nouveau scénariste est désormais Michael Waldron, qui a été nommé comme scénariste principal de ce 5e film Avengers. Il se trouve que Michael Waldron, si vous ne le connaissez pas, a scénarisé Doctor Strange 2 and the Multiverse of Madness, mais surtout a été showrunner sur Loki. Il devait aussi déjà s'occuper d'Avengers 6, Avengers Secret Wars, qui est prévu le 7 mai 2027, ce qui tend à corroborer le fait que, vraisemblablement, les deux films sont désormais liés, puisqu'on est un scénariste pour le deuxième et un même scénariste pour le premier. Oui. On s'imagine que, vraisemblablement, les deux films forment un diptyque. Même si ça n'a jamais spécialement été confirmé par Marvel, on peut partir du principe que c'est assez logique. Cependant, on va rappeler quand même qu'aucun des deux films n'a de réalisateur à l'heure actuelle, puisque Destin Cretton a quitté le projet Avengers 5 il y a quelques mois déjà.
Et on imagine que le scénario de ce 5e épisode est sans doute très lié au résultat du procès qui est en cours de Jonathan Majors, interprète de Kang, qui devait être le grand méchant de cette phase du MCU, le nouveau Thanos en fait. Et tout ça, j'imagine que Marvel, et notamment les avocats de Marvel, sont un petit peu pendus au verdict de cette affaire. Donc tout ça, malheureusement, ça n'est pas encore tout à fait réglé. Non, mais c'est encore une fois le bordel chez Marvel. On en parlera un peu plus en détail dans le gros sujet, en fait, qui est lié à Disney. Mais c'est vrai que c'est compliqué là pour Marvel de trouver la formule. Ils comptent beaucoup sur Deadpool 3, on n'arrête pas de le répéter, mais Deadpool 3 peut rebattre un peu les cartes et les aider à tenir un petit peu, mais là faut qu'ils se remettent en ordre de bataille et qu'ils prennent des décisions solides et qu'ils s'y tiennent. En tout cas, voilà, qu'ils arrivent à trouver des gens de confiance aussi. Et puis malheureusement, même si c'est compliqué, d'assumer leur choix. Ouais. Le public sera peut-être pas réceptif, mais il y aura peut-être un public réceptif aussi. Donc voilà, tenter des choses, etc. quoi. Mais c'est vrai que là, ils sont éparpillés de tous les côtés, quoi. Exactement, mais ça c'est vraiment le sujet de notre grosse discussion de cette semaine justement. Qu'est-ce qu'on fait de Disney maintenant, quoi? Puisque Disney a vécu une très très mauvaise année pour son 100e anniversaire, et c'est le sujet qu'on évoquera juste après ton point box-office, Adrien, que je te propose de commencer dès maintenant. Mais quelle transition incroyable. Je commence avec Napoléon. Napoléon qui a fait plus de 1 million d'entrées en France après son 2e week-end. Les prévisions de score final lui permettront peut-être d'atteindre les 1,5 million d'entrées, ce qui est pas mal du tout pour le film de Ridley Scott, porté par Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby. Dans le monde, dans le reste du monde, il a déjà fait 136 millions de dollars, ce qui est pas mal non plus. C'est un film qui aurait coûté entre 120 et 200 millions, donc c'est pas non plus incroyable, mais voilà, il sortira sur d'autres territoires et sa course n'est pas encore terminée, donc franchement c'est très ok, surtout pour un biopic historique, même si apparemment il y a beaucoup de fantaisie dans le film. Je poursuis avec Wish, le dernier Disney en date, le Disney des 100 ans, le film d'animation des 100 ans de Disney, qui fait un démarrage franchement excellent en France, avec près de 600 000 entrées, dont 140 000 en avant-première, sur 623 sites après son premier week-end. Les recettes mondiales sont de 81 millions de dollars, dont 42 aux États-Unis, et il devrait terminer autour des 145 millions de dollars, ce qui est bien, mais pas top. En France, il marche bien, les entrées sont très bonnes pour un premier week-end, mais dans le reste du monde, c'est sympatoche, mais c'est pas foufou. Donc, je pense que Disney s'attendait à beaucoup mieux. Hunger Games, je vais pas savoir répéter, c'est la balade de l'oiseau moqueur et du serpent qui se mord la queue, qui est un Ouroboros et qui se porte garant pour Obama. Et ce fameux film qui a fait 983 000 entrées après sa 2e semaine d'exploitation en France, donc il tutoie le million. Et dans le monde, il a fait 243 millions de dollars. Donc là, franchement, c'est excellent. La franchise Hunger Games se porte encore super bien. On avait peur que justement le fait qu'il n'y ait plus Katniss Everdeen, le personnage principal, justement fasse un peu obstacle au succès de Hunger Games. Et pas du tout. Ce préquel qui est un petit peu consacré en fait à Snow, le grand méchant de la saga d'origine, fonctionne du feu de Dieu. Je poursuis avec Le Garçon et le Héron, le dernier film des studios Ghibli de Hayao Miyazaki, qui a fait 1 436 000 entrées après son 5e week-end en France. Il dépasse en fait la première exploitation du Voyage de Chihiro en France, qui avait fait 1,42 million à l'époque de sa sortie. Donc je dis première exploitation parce que évidemment le film, le Voyage de Chihiro, était ressorti en France quelques années plus tard, et le record de Miyazaki en France en fait c'est 1,7 million, ce qui est en fait le score du Voyage de Chihiro après toutes les ressorties. D'accord. Est-ce que Le Garçon et le Héron ira jusque-là? Ça me paraît compliqué. Est-ce qu'il aura le droit des ressorties plus tard? Oui, mais ce ne sera pas un succès comme Chihiro, parce que Chihiro, quand même, dans le cœur des gens, est quand même assez important. Puis Chihiro oscarisé aussi, de mémoire. Chihiro oscarisé. On attendra d'ailleurs les Oscars quand même là de février pour voir si ce sera le cas pour Le Garçon et le Héron. Et au niveau des recettes mondiales, il a fait un petit 83 millions de dollars, ce qui est pas mal non plus pour un film d'animation japonais et des studios Ghibli. Et je termine en parlant de Japon avec Godzilla Minus One, qui fait des recettes mondiales de 34 millions de dollars, ce qui est pas mal du tout pour le dernier film en date consacré à Godzilla.
Et il a une date de sortie en France qui est le 7 décembre prochain, avec une sortie très limitée. Malheureusement, si j'ai bien compris, ce sera juste sur 2 jours, Ouais, c'est ce dans de très que peu de Lactic salles. nous disait dans notre Discord. Rejoignez le serveur Discord. Et je Bien vous avoue sûr. que j'ai pas eu le temps Et c'est ça, ouais. d'investiguer. De ce que j'ai lu, ouais, c'est ça, c'est juste 2 jours, ce qui est dommage parce que le film, je pense, sera un peu sacrifié en France et il a l'air très, très, très bien. La première bande-annonce est assez magnifique et au Japon, c'est déjà un carton et à l'étranger aussi, quoi. Donc voilà pour mon petit point box-office, assez touffu quand même, Tu finalement. sais, quand dans le chat sur Twitch, on a Armel qui demande, mais qu'est-il arrivé à la patte patrouille finalement? Évidemment, alors la patte patrouille a rangé ses flingues, a rangé son gun, son badge, voilà, c'est fini la patte patrouille. Je ne peux pas malheureusement te donner les chiffres exacts parce que je n'ai pas trouvé, les montants récoltés par la patte patrouille au fil des semaines et leur super pouvoir de ouf. Je te propose, d'aller sur notre Discord et de poser ta question en audio ou en vidéo ou en texte, en utilisant notre page Ko-fi. Si tu veux nous Il soutenir, est et là, je fort. te répondrai avec grand plaisir et je prendrai le temps de me renseigner sur les super pouvoirs de ouf de la patte patrouille. C'est dur à dire. Voilà. Ah, il est fort. Merci Armel. Ah, il est fort, il est fort. Très bien. Bah écoute, je pense qu'il est venu le moment de faire notre grosse discussion Je de la précise juste semaine. avant, Oui. on a une question très, très intéressante quand même d'Armel dans le chat. Quand est-ce que tu feras un top box-office 2023? Eh bien, je pense que je le ferai d'ici une semaine ou deux. On va attendre quand même que certains films sortent, qui continuent un petit peu leur Ouais. performance. Mais il y a déjà en fait un top 10 qui se dessine pour la Clairement, France et qui devrait pas bouger, hein. Même là, il n'y a pas de grosses sorties qui permettent de le faire bouger. ça Mais devrait d'ici plus une tarder. semaine ou deux, je ferai un top box-office et n'hésite pas à poser ta question sur le Discord avec Kofi. Voilà, allez, j'arrête. Allez, participez bien sûr sur le Ko-fi. C'est à partir de 1€ par mois, donc c'est vraiment pas cher. N'hésitez pas. Si vous en avez les moyens, ça nous aide beaucoup. C'est la fin du point box-office, du coup, et du point commercial. Par la même occasion, notre gros sujet de la semaine, on a décidé de pas le dédier spécifiquement à un truc autour d'une licence, parce qu'on en a beaucoup fait ces dernières semaines, mais on s'est dit, il y a un constat à faire quand même autour de Disney. Disney a vécu une année très compliquée en 2023, c'est l'année de ses 100 ans, c'est une année qui est complexe pour les productions de Disney en tant que telles, c'est une année qui est complexe pour les productions Marvel. C'est moins complexe pour Star Wars cette année parce qu'il y a quand même Ahsoka qui cache un petit peu, qui est l'arbre derrière la forêt. Mais c'est pas une année très puissante pour le conglomérat. Non, c'est compliqué pour Marvel, c'est compliqué pour Star Wars aussi, c'est compliqué pour plein en fait de franchises détenues par Disney et comme tu l'as dit aussi, pour les 100 ans, il y avait un film d'animation qui est sorti, j'en ai parlé pendant mon point box-office, Wish qui performe pas en fait comme devrait performer un film Disney classique. Tout ça en fait vient évidemment d'une direction donnée par la firme qui souhaite faire beaucoup de contenu tout le temps, qui veut nourrir l'ogre, c'est quelque chose qu'on dit très souvent, qui veut nourrir l'ogre, que ce soit l'ogre au ciné, que ce soit l'ogre à la télé avec la plateforme Disney+. Et si on a voulu en parler ce soir, c'est aussi parce que son PDG à Disney, le PDG actuel, donc Bob Iger, a fait beaucoup de commentaires sur justement l'état de santé de Disney, et notamment il a parlé du dernier film en date de chez Marvel, The Marvels. Il s'est dédouané un peu, même totalement en fait, sur la contre-performance de The Marvels au cinéma en disant que c'est pas de ma faute, en fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas eu de supervision sur le plateau de tournage à cause du Covid. Voilà, une explication qui est un peu sortie du chapeau comme ça, on sait pas trop ce que ça veut dire, ça n'a rien à voir avec la qualité, ça n'a rien à voir avec le produit final. Donc pour lui, en fait, c'est dû au Covid, ce qui est très facile comme justification. On rappelle que The Marvels a réalisé quand même des recettes extrêmement décevantes avec seulement 77 millions de dollars aux États-Unis et 187 millions de dollars dans le monde. C'est sûr et certain qu'il ne dépassera pas la barre des 100 millions de dollars aux États-Unis et qu'il ne rentrera pas du tout dans ses frais. Donc ça, c'est un peu pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'en fait ça a toujours été ça fait un bout de temps en fait que c'est compliqué pour Disney, mais c'est vraiment un ajout supplémentaire pour la mauvaise santé du studio, quoi. Donc là, c'est plus spécifiquement sur Marvel. Ensuite,
il y a un côté aussi, Bob Iger se dédouane en disant que tout ce qui a été fait par son ancien PDG, donc Bob Chapek, qui a tenu les rênes de Disney pendant quelques temps, n'a pas été bon. C'est un peu facile aussi de cracher sur celui qui... Voilà. On peut préciser d'ailleurs que c'est Bob Iger lui-même qui a choisi Bob Chapek pour le remplacer. Et exactement, il avait intronisé et tout, il avait dit Bob Chapek ce sera l'homme de la situation, il n'y a pas de souci. Et Bob Iger, là, maintenant dit oh, je regardais ça de loin, c'était quand même pas foufou ce qui se passait quoi. Bah, tu dis bah ouais, mais gars, c'est un peu facile maintenant aussi, encore une fois, de se dédouaner en disant bah c'est l'autre, c'est pas moi quoi. Bon. Il a donc exprimé sa déception concernant la performance en fait de Disney sous la direction de Chapek et il explique maintenant vouloir s'efforcer à résoudre tous les problèmes rencontrés par Disney, notamment à cause du management en fait de Bob Chapek. Encore une fois, je trouve ça très facile. Il a nié, ça c'est intéressant, il a nié les rumeurs de vente des activités de télé de Disney, tout en expliquant vouloir faire moins de quantité à la télévision, vouloir maintenant privilégier la qualité et non plus la quantité. Il s'est rendu compte qu'en fait, le public n'était pas dupe, qu'au bout d'un moment, en fait, plus tu lui files de séries, moins il a envie d'en regarder. Bien sûr. Parce qu'il se rend aussi compte que la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, là où c'est un move intelligent de la part de Bob Iger, c'est qu'il va réduire la voilure sur notamment ce qui va être Marvel et Star Wars, mais plus Marvel, parce que Marvel quand même avait les yeux plus gros que le ventre. Les signaux chez Marvel sont vraiment très mauvais en ce moment. Exactement, et puis il faut voir le nombre de séries Marvel qu'il y a eu. Il y en a eu beaucoup sur Star Wars, mais Marvel, mon Dieu quoi, enfin, il y en a eu beaucoup trop quoi. Ouais. Pour des histoires qui sont pas forcément très intéressantes, pour des produits qui sont pas forcément terminés au niveau des VFX, des effets spéciaux, voilà, etc. C'est compliqué, on essaie de créer une cohérence globale à la télé plus au ciné, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'ai l'impression que Bob Iger là-dessus, il comprend que il faut se calmer un petit peu, et pareil au cinéma, il va falloir se détendre un petit peu, pour ça qu'on n'a qu'un Deadpool 3 en 2024 et qu'on n'aura pas d'autres Marvel. Comme ça, on laisse le temps aux scénaristes de bosser, on laisse le temps aux réalisateurs d'avoir leur vision, et on laisse le temps au truc, justement, d'être hypé, et au public, en fait, d'attendre de nouveau un produit. Je suis désolé d'appeler ça un produit, parce qu'on va pas se mentir, les Marvel sont des produits. Oui. Des films, voilà, d'attendre des films Marvel, alors qu'avant, en fait, on était gavés, nourris, etc. Je parle beaucoup trop depuis quelques minutes. Mais je vais te laisser la parole et me dire ce que tu en penses. C'est une belle mise en contexte déjà, et qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup de trucs, et Disney c'est tentaculaire, il y a eu tellement de rachats, il y en a dans tous les sens en fait. Et alors, il faut juste rappeler quand même que Bob Iger, c'est l'ancien PDG de Disney Company de 2005 à 2020. Il a quitté la tête de Disney Company pour prendre sa retraite en 2020, a laissé les clés à Bob Chapek, qu'il a lui-même choisi, et il est revenu en novembre 2022, puisque ça se passait mal, et que les actionnaires n'étaient pas contents des performances de Disney Company. Il y a eu des grosses pertes sur la valeur boursière de l'action Disney, et c'est comme ça que Bob Iger est revenu sur le devant de la scène. Il est sorti de sa retraite pour reprendre un petit peu en champion, en héros de légende, le poste de PDG de Disney. Il a fait une Steve Jobs en fait. Quoi, oui, exactement. Donc c'est un petit peu un des grands trucs pour les PDG, vous savez, des grandes boîtes aux États-Unis, c'est l'histoire de se faire bien voir, histoire de bâtir un petit peu sa légende, de dire en fait non, vous avez besoin de moi, je reviens. Alors à la base c'était un contrat d'intérim, et au final son contrat a été prolongé jusqu'à 2026. Et là il est en train de nous dire que oui, non mais définitivement il quittera la tête de Disney en 2026. Bon bref. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé depuis novembre 2022 ? Il y a eu un grand plan de réduction de coûts mise en place par Bob Iger, qui cherche à éliminer 5,5 milliards de dollars de coûts pour la compagnie. Comment ça s'est traduit ? Notamment plus de 8000 licenciements rien qu'en 2023, et énormément de suppression de contenu sur Disney+, pour faire des économies sur la plateforme et sur les impôts. Donc tout ça, c'est aussi ça. Les grandes paroles de Bob Iger, pour la créativité, etc. Mais bon, bref, mais les créatifs, on les vire aussi quand même, parmi les 8000 jobs. Et on élimine aussi des créations qui ont quelques mois sur Disney+. Bon,
On parlera évidemment de Willow, la série qui a été sacrifiée au bout de 4 mois. Mais tout ça, c'est aussi Bob Iger. Il faut aussi rappeler qu'un certain nombre des projets qui ont été diffusés sous Bob Chapek sont des projets qui ont été choisis par Bob Iger et validés par Bob Iger. Donc évidemment, c'est un peu facile de tout mettre sur les épaules de Bob Chapek, alors que le grand artisan de Disney+, qui c'est ? C'est Bob Iger, qui a racheté 20th Century Fox, exprès pour nourrir la bête, comme tu le dis, nourrir l'ogre qu'est Disney+. Donc évidemment, tout ça, c'est un petit peu facile, et on est habitué à la langue de bois de ces grands PDG qui savent y faire, bien entendu, pour manier la vérité dans leur sens. Il y a des choses qui sont intéressantes quand même dans ce qu'il dit, Bob Iger. Bien sûr. Notamment au sujet de la quantité, la qualité, qu'est-ce qu'on fait. Il dit, alors c'est dans une grande visio en fait qui a été mise en place dans tout le groupe Disney, qui a été diffusée depuis un cinéma à New York chez tous les membres en fait de la boîte Disney, qui est évidemment gigantesque. Donc tout le monde a pu voir cette grande visio. Et il dit en fait, une des raisons qui font que nous avons vécu une légère chute, c'est que nous en avons trop fait. Je pense qu'en ce qui concerne la créativité, la qualité est cruciale bien sûr, et la quantité peut détruire la qualité de bien des façons. Raconter des histoires est évidemment le cœur de ce que nous faisons en tant qu'entreprise. Et il dit en fait que ce qui l'intéresse maintenant, c'est plus tant la quantité que la qualité. Alors ça, très honnêtement, c'est un des poncifs les plus vus et revus de l'histoire de l'humanité, j'ai envie de te dire. Il dit, il enfonce une porte ouverte en fait en disant ça. Évidemment que s'il y avait la quantité et la qualité dans toutes ces productions, il dirait pas ça. Mais là, le fait est qu'ils sont en train de se prendre un mur, chez Marvel, chez Disney, parce que, en fait, trop de quantité tue la qualité, mais c'était une donnée. Tu veux dire, tu poses la question à n'importe qui, te dire évidemment que t'en fais trop. Mais je comprends pas pourquoi ils ont choisi cette méthode-là, cette recette-là. De se dire, tiens, on va leur bourrer de contenu sur tous nos médias, que ce soit, enfin, médiums, que ce soit la télé, le ciné, etc. Et ça peut fonctionner. C'est trop. Je comprends pas en fait le move. Je me demande encore pourquoi ils ont bourré comme ça. Parce que c'est même pas une excuse du Covid, parce que tout ça, c'était prévu bien avant. Et alors oui, il faut faire du chiffre. En fait, je comprends pourquoi. C'est parce qu'il faut faire du chiffre et ça rassure les actionnaires et ils se disent tiens, il y a des licences et des franchises qui marchent. Mais l'esprit créatif en fait n'existe vraiment pas chez Disney. Enfin, je veux dire, à l'époque de l'âge d'or de Disney, il n'y avait pas autant de contenu. Est-ce que c'est l'avènement des plateformes qui fait ça ? Est-ce que c'est parce que maintenant elles sont toutes je pense que tu touches à un truc hyper important qui est les plateformes. Et Disney Plus existe parce que Netflix existe. C'est-à-dire que ils ont vu qu'il y avait un acteur qui était extrêmement dominant, qui les a complètement dépassés sur des choses sur lesquelles ils n'avaient pas envie de se présenter tout de suite. Et ils se sont dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire sur les plates-bandes de Netflix. Donc ils ont lancé Disney+, et ils se sont dit, en fait, Disney+, a les moyens de tuer Netflix. Pourquoi ? Parce qu'on a les meilleures licences. On a les meilleures licences et en plus on est capable d'en proposer en quantité. La vérité c'est que c'est pas vrai. Parce que déjà, avoir 4 contenus Star Wars par an, c'est trop. On l'a vu. Avoir 10 contenus Marvel par an, c'est trop. Pourquoi c'est trop ? Parce qu'ils sont pas capables d'apporter une vision qui est claire et harmonieuse, mais aussi un produit intéressant, un contenu intéressant à regarder. Combien d'entre vous dans le chat, par exemple, ou qui sont en train de nous écouter dans ce podcast, ont raté la plupart des productions Marvel de cette année et de l'année passée ? Et plein, c'est sûr, certain. Et plein, parce qu'en fait il y en a trop et qu'elles sont devenues dispensables. À l'époque où un Star Wars sortait en 99, c'était l'événement. Pourquoi ? Parce qu'on n'en avait pas eu depuis 83. Bien sûr. Bien sûr. Et le mode de diffusion aussi. Ah bah évidemment. Dans le chat, c'est dit aussi, les Pixar se retrouvent un petit peu mis à l'écart. Et c'est vrai. Genre Pixar, on en a parlé dans une émission dédiée. Pixar n'est plus le Pixar de l'époque parce qu'en fait, maintenant qu'il y a du Pixar sur Disney+, exclusivement sur Disney+, malheureusement, le film en pâtit. Tout ce qui est Alerte Rouge, Soul, Luca, etc. sont des films
considérés comme mineurs maintenant par Ouais. beaucoup, des films qui sont passés à la trappe, des films qui n'ont pas été vus. Pixar maintenant fait des choix de sortir ces films au cinéma parce qu'ils ont compris, enfin Pixar, Disney on va dire, Mmh. parce qu'ils ont compris que pour la bonne santé, encore une fois je parle de bonne santé du studio, il fallait sortir certains films au Ah bah, cinéma. bien sûr. Je pense que tu sors un Vice Versa 2 au cinéma, comme c'est le cas dans quelques temps, et tu le sors sur Disney+, Ah le oui, film n'a pas du tout la même portée, il n'y a pas du tout la même hype, bien sûr. parce que malheureusement, le contenu consommé à la télévision est du contenu snackable. C'est ça la Oui. télé. J'adore la télévision, j'adorerais la télévision Bien toute ma vie. sûr. Il y a des choses incroyables à la télévision qui sont bien mieux qu'au cinéma, et vice-versa. Mais la télévision, malheureusement, a ce côté affalé sur le canapé à mater des séries. C'est C'est tout. vrai. Le cinéma, c'est une vraie C'est vrai. démarche. Je parle du Ah, cinéma, bien sûr. le lieu cinéma. Ouais. Le lieu cinéma, c'est se déplacer, aller au cinéma, regarder un film, qu'il Mhm. soit bon, qu'il soit mauvais. On fait la démarche d'y aller. Mater une série, Mhm. mater un film chez soi, c'est une démarche qui est nulle, enfin qui n'est quasiment Ouais. qui est inexistante pour moi. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que depuis tout à l'heure, on parlait que de Marvel, on parlait que de Star Wars, on parlait que de Disney, et on ne parlait pas de Pixar. Mhm. Et c'est hyper intéressant parce que ça fait 2 ans, en fait, que chez Pixar, il n'y a plus grand-chose qui sort en salle de cinéma, en dehors de Buzz l'éclair et d'Élémentaire récemment. Et ça, et Lactic est d'accord avec nous dans le chat, là sur Twitch, je pense que ça a abîmé la marque Pixar aussi. C'est Parce sûr. que, encore une fois, ça c'était de l'arrogance un peu de la part de Disney, parce que qu'on le dise, enfin il faut le dire, Disney ils sont numéro 1 à l'heure actuelle dans le divertissement mondial, et on peut rien dire contre ça. Mais c'est arrogant de se dire, moi je mets mon film Pixar sur ma plateforme, du coup je vais faire des millions d'abonnés en plus sur Disney+. C'est une vision court-termiste. Exactement. C'est une vision court-termiste, c'est une vision pour faire du fric rapidement, c'est une vision sans créativité, sans mettre à l'honneur les talents, sans penser du tout au contenu. En fait, tu penses à la rentabilité et tu penses au fric avant de penser au contenu. C'est pas les seuls, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers, il y en aura d'autres. Warner a fait la Mais même chose hein, avec HBO en Max à pire, l'époque. Hein. en pire Warner, parce que Warner, en fait, même à tel point qu'ils ont préféré supprimer des films, que les films ne voient pas le jour pour des raisons financières, en fait. Je parle de Bad Girl notamment, de Scooby-Doo. Je parle de Scooby-Doo, je parle de Coyote, Bip et Coyote qui sortira pas, etc., etc. Tout ça, c'est dangereux. Tout ça, c'est dangereux parce qu'en fait, ça met en péril des gens du métier, ça met en péril des acteurs, ça met en péril des scénaristes, ça met en péril des techniciens qui bossent. Et surtout, je m'imagine en tant que réalisateur, scénariste, de me dire j'ai bossé sur un film pendant des années, mon film est distribué par Warner Bros, je me sens trop bien, ça va être trop cool. Du jour au lendemain, on m'annonce hop, le coup près, le film ne sortira jamais. Tu t'imagines C'est-à-dire même pas en direct ou DVD ou vidéo, le film ne sortira Jamais. jamais. Personne ne verra la performance des acteurs, ce que tu as mis sur le papier et qui a été dialogué, etc. Je trouve ça fou. Moi, c'est honteux. Ouais, c'est honteux. C'est honteux. Non, mais ça rend un peu ma boule. Et tout ça pour une histoire de fric, quoi. Bien sûr. Mais ça, c'est on a vraiment basculé dans quelque chose en fait post-Covid côté grand producteur, les majors de cinéma que sont Warner et Disney. Il y a vraiment eu un côté. Attendez, mais là en fait on dépense trop et on gagne pas assez. Ouais, voilà. Comment est-ce qu'on fait ? Et ben en fait ils en sont arrivés là, alors que le cœur de leur métier c'est quand même de produire ces choses-là. Et de les tester et d'y croire. Là, on en est devenu à un stade où ils se disent ça vaut plus le coup pour moi de récupérer un crédit d'impôt plutôt que de sortir un film en salle ou sur une plateforme. C'est devenu lunaire, c'est aberrant en fait, hein, tout ça. Ah ouais, non, c'est assez fou. J'aimerais, avant qu'on passe à la suite, parce qu'on en parle quand même depuis un bout de temps, recentrer vraiment sur Disney et ce qu'ils peuvent faire. Parce que c'est quand même un point intéressant. Là, on a fait un constat. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant, quoi ? On l'a dit un petit peu, il faut privilégier la quantité, ce qu'a l'air de penser aussi. Pardon, voilà, waouh, lapsus. Il faut privilégier la qualité, évidemment, sur la quantité, ce qu'a l'air de dire un petit peu Bob Iger, et ce que semble faire Marvel, justement, en décalant les sorties, en privilégiant peut-être certains réalisateurs et certains scénaristes à d'autres. On sent que ils essayent de recentrer un petit peu le débat et d'avancer comme ça.
Est-ce que c'est le cas pour Star Wars? J'ai pas bien l'impression. Est-ce que c'est le cas pour Pixar non plus? Je sais pas trop, tu vois, c'est un peu compliqué. Et on parle pas des films d'animation non plus, quoi. Non. Les films d'animation, là, c'est subjectif. On en parlait la semaine dernière avec Benjib, qui avait vu Wish. On parlait du film de Wish, qui est le film des 100 ans de Disney, qui est un semi-flop pour l'instant, et on sent qu'ils ont plus la formule magique qu'ils avaient il y a quelques années. Ouais. Marvel. Disney, ça a toujours été un peu compliqué au niveau de l'animation, parce qu'il y a eu l'âge d'or de Disney, ensuite il y a eu vraiment une traversée. Il y a vraiment eu des hauts et des bas. Ouais. Et après, ils sont montés. Mais là, on sent qu'ils sont dans le creux de la vague. Ça, ils sont venus dans le creux de la vague, et il va falloir trouver une solution. Je trouve que c'est depuis Vaiana que ça déconne un peu, et surtout, en fait, je crois, mais c'est un truc que je sors un petit peu comme ça du chapeau, mais que c'est depuis qu'ils ont commencé à adapter en live action leur grand succès, que les gens ont commencé à se dire, l'imagination chez Disney, en fait, elle est plus trop présente, et ils ne sortent plus vraiment de trucs très originaux, et ils font une ressucée de tout ce qui faisait le succès de Disney il y a des années, et n'empêche pas de marcher, hein. Je parle pas du box-office, hein. Je parle vraiment juste du côté créatif des choses. Ça fait un moment qu'ils font des remakes en live action, hein, mais... le premier, pour moi, c'était le Livre de la Jungle de Jon Favreau, je crois, qui avait commencé à être... qui avait été un live action. Ouais. Après, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des Cendrillon, il y a eu des trucs, mais c'était moins impactant et moins survendu aussi... que le Roi Lion, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a une industrialisation de ces remakes live action, et ça, c'est une problématique globale, en fait, pas que chez Disney, mais Disney étant le numéro 1 du divertissement et le premier producteur, évidemment qu'ils en font beaucoup plus. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que effectivement, il y a une problématique de manque de vision, de manque d'imagination, de se dire, en fait... là, à l'heure actuelle, on est en train de faire des ressucés de ce qu'on a fait il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Plus même avec Blanche-Neige. Qui bien sûr. Sortir. Et qu'est-ce qu'on va faire dans 50 ans? C'est-à-dire que tu vas avoir du mal à faire une ressucée de ta ressucée, tu vois ce que je veux dire? Tu le feras avec le nouveau format. Ouais. Dans 50 ans, t'inquiète pas. Format vertical. On sait pas ce qu'il y aura déjà, est-ce qu'il y aura un 50 ans, mais il y aura des hologrammes. Ouais, version hologramme du Roi Lion. Quand on aura 80 piges, on ira voir le Roi Lion dans le métavers de l'espace, dans le métavers en fait. On vivra le Roi Lion, on sera Simba, c'est tout. Je te porterai comme ça. Ah ouais, je suis chaud. Petit vieux là. Je ferai Rafiki et avec ma couche pour homme sénile. Exactement. Mais pour répondre un petit peu à la question sur cette histoire de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Moi, je pense qu'il y a très clairement besoin de proposer des nouvelles choses, même si ça coûte moins cher pour les rassurer. C'est pas grave, mais juste créer le nouveau terreau pour faire de nouvelles choses, potentiellement trouver de nouvelles licences, parce que c'est des choses qu'ils étaient capables de faire il y a encore quelques années, il y a encore des décennies, mais là, à l'heure actuelle, ils ne sont que dans la réutilisation de leur catalogue existant. J'ai aucun problème avec le fait qu'ils le fassent, mais qu'ils ne fassent que ça c'est un souci. Complètement. Et la deuxième chose, pour moi, la deuxième piste, c'est laisser reposer certaines licences. La semaine dernière, on vous avait fait un épisode spécial sur les licences qu'on aimerait revoir. Et la plupart des choses qu'on vous a proposées, c'était des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Donc ça, c'est pas un souci de les faire réapparaître. En revanche, des licences qui sont déjà surexploitées à l'heure actuelle, peut-être qu'on aurait besoin de les laisser respirer un petit peu. De laisser la hype se reconstruire un tout petit peu, et de permettre aux gens de souffler entre eux. J'ai l'impression que parfois maintenant, en fait, les téléspectateurs et les abonnés, c'est un peu des oies qu'on gave. Non, mais c'est ça, c'est un peu ça, c'est-à-dire que bouffe mon contenu, et pendant ce temps-là, tu vas continuer à payer. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ces contenus-là, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, ils sont trop nombreux pour qu'ils soient de qualité. Donc, je pense qu'ils feraient mieux, et ça réduira les coûts, de faire moins, mais de faire mieux. Non, mais t'as tout dit. Je pense qu'on peut conclure ce sujet là-dessus, mais entièrement d'accord avec toi.
Allez. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, vous, dans les chats différents, dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire sur Dailymotion, sur YouTube, bien entendu, et là où vous nous trouverez sur les différents réseaux sociaux, on vous attend, bien entendu, et sur le Discord, n'oubliez pas le Discord. C'est le moment pour moi de faire le petit radar des sorties. Le radar des sorties, je vous ai sélectionné quelques petites choses, notamment 2 sorties salles, et l'a dit tout à l'heure, il y en a une qu'il faut pas rater, puisqu'elle restera 2 jours en salle en France, pas plus. La première, c'est une sortie d'animation japonaise, c'est un film qui s'appelle Le Grand Magasin. C'est un film d'animation japonais qui sort le 6 décembre. Le pitch, c'est Akino est l'apprenti concierge d'un grand magasin vraiment très spécial, puisque ses clients sont tous des animaux. Donc vraiment autre chose. assez typique d'un concept, de Japanimation. Ça a l'air assez sympa. Toujours côté Japon, on a Godzilla Minus One, dont tu nous as parlé tout à l'heure dans ton point box-office, qui lui sort en France le 7 et le 8 décembre. C'est particulièrement dans les salles françaises IMAX et Pathé. Donc si vous êtes intéressé, vous avez que 2 jours pour y aller, donc n'hésitez pas. Le concept, c'est le Japon se remet à grand-peine de la Seconde Guerre mondiale, qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Et Koichi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voilà l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. Et il paraît que c'est vraiment très bien. Ouais, donc, ça a l'air génial. Donc franchement, regardez la bande-annonce, si ça vous chauffe, c'est peut-être le moment de pas le rater, quoi. Un peu comme Shin Godzilla qui était pas sorti chez nous, et franchement profitez-en. Exactement. En streaming, je vous ai sélectionné une série Netflix qui s'appelle Pax Massilia, qui est écrite et réalisée entre autres par Olivier Marchal. Un groupe de policiers aux méthodes particulières traque un dangereux criminel afin d'éviter que Marseille ne plonge dans un bain de sang. Bon. Du classique, Marseille du bébé. policier, du mauvais flic, du bon flic peut-être pas. Voilà, on connaît les productions Olivier Marchal, ça risque d'être très efficace, on connaît ce qu'il est capable de faire. Et puis côté jeux vidéo, Pax Massilia, je sais pas si je l'ai dit, c'est à partir du 6 décembre sur Netflix. En jeux vidéo, on a Avatar Frontiers of Pandora qui sort le 7 décembre sur à peu près toutes les plateformes. C'est un jeu... c'est un jeu en mode vue subjective sur Pandora où l'on incarne bien sûr un avis. Je sais même pas si c'est un avatar ou un avis, mais peu importe. Je pense que c'est un avis. On regarde les trucs de gameplay. Ouais, de ça a l'air. Et où pas on l'air fou, explore Pandora, etc. Bon, c'est la dernière grosse production jeu vidéo qui sort cette année. Qui sort en catimini. Hein. Bon, les seules bandes annonces qui sortent, c'est des bandes annonces PlayStation, ce qui est pas bon signe en fait. Ça veut dire que les autres communiquent pas dessus, c'est pas très très bon. Ouais, ça me chauffe pas des masses, mais écoutez, je vous le note parce que bon, c'est quand même une grosse sortie. Et puis le dernier que je vous ai sélectionné, c'est un jeu de rôle Warhammer 40 000 Rogue Trader, alors vraiment jeu de rôle à l'ancienne. Donc si c'est le genre de choses qui vous chauffe et c'est un univers qui vous parle, n'hésitez pas à aller checker ça. Faites attention quand même au test au moment de la sortie du jeu pour ne pas acheter un jeu qui serait pas forcément très bien fini. C'est un truc qui est quand même assez connu de la part de l'éditeur et du développeur, donc faites attention quand même, renseignez-vous. Voilà pour mon radar des sorties, on va terminer cette émission qui sera plus courte que la semaine dernière, mais c'est normal, on revient à notre format d'1 heure, avec 2 recos. On a vu ça, qu'est-ce que ça vaut? Et Adrien, c'est toi qui commences, puisque je te donne la parole avec For All Mankind. Exactement, For All Mankind, qui est une série Apple TV+, qui est super. Excellente série d'Uchronie, en fait, dans laquelle les Russes ont posé le pied sur la Lune avant les Américains. C'est génial. Ça part de ce simple constat-là, ce simple changement, en fait, dans l'humanité, mais qui change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, les Américains vont redoubler d'efforts pour justement aller très très vite et s'installer sur la Lune, comme le font les Russes. On va vite s'apercevoir que les Russes ont aussi envoyé une femme
sur la Lune, ce qui fait que les femmes vont avoir de plus en plus d'importance au sein de la NASA. Donc ça, en fait, ça devient une série féministe. En fait, c'est une série d'un coup très actuelle alors qu'elle se passe dans les années 60. C'est super. Évidemment, avec tous les conflits qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes dans les années 60, la place de la femme est pas la même en 1969 qu'en 2023. Donc c'est très compliqué pour les femmes de faire leur place. Et t'as vraiment plein d'aspects différents parce que t'as la femme au foyer qui, elle, voit son mari astronaute partir sur la Lune. Et d'un côté, t'as aussi sa voisine qui, elle, est astronaute et va partir sur la Lune. Donc voilà, il y a beaucoup de strates comme ça. C'est super intelligent au niveau des dialogues, de la construction de l'histoire. Ça prend son temps. J'ai mis un tout petit peu de temps avant de me mettre dedans, mais une fois que t'es plongé dedans, c'est vraiment super. Les effets visuels sont magnifiques. La Lune est extrêmement bien rendue. Les effets, justement, de silence aussi, c'est très cool. On n'est pas dans Star Wars, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont en train de marcher et de faire du moonwalk, hein, en fait, finalement, clairement, qui marche, qui court un tout petit peu sur la surface de la Lune, eh bien, on n'entend rien d'autre que les communications radio. C'est créé par Ronald D. Moore, qui était responsable de Battlestar Galactica. On retrouve sa petite patte parfois avec des zooms rapides sur des éléments dans l'espace, et ça fait plaisir de retrouver ça. On retrouve ce petit truc Battlestar, même si évidemment il n'y a pas de bataille spatiale, malheureusement. C'est très réaliste dans l'idée, très réaliste, mais il y a des scènes un peu épiques de sauvetage en plein espace, mais on y croit. Franchement, c'est très bien foutu. Il y a du fric, ça se sent, mais fric bien utilisé. Super acteurs. Joel Kinnaman qui joue donc le héros, vraiment le good guy, l'américain, voilà, astronaute qui va sur la Lune, mais qui en fait a des failles et des fêlures, évidemment. Et tous les autres acteurs sont vraiment excellents. Et ça parle vraiment aussi de changements entre les années, parce que là où ils sont très malins, c'est qu'entre 2 épisodes, il peut s'être écoulé plusieurs mois. Et moi, je suis actuellement dans la saison 2, il y en a 4. Dans la saison 2, en fait, il y a un saut dans le temps de plusieurs années, et donc on débarque, je vais spoiler, dans les années 80. En fait, tout change. En fait, ouais, les années 80, c'est un truc qui existe. Hein. Les années 80, et en fait, évidemment, tout change, et donc tu as toute cette génération MTV, plus tous les changements qu'a apporté la série avec le fait que les Russes aient posé le pied sur la Lune. Ce qui fait qu'en gros, c'est pas forcément les mêmes présidents, ce qui fait que c'est pas forcément les mêmes événements qui sont arrivés, etc., etc. Donc à partir du moment où tu as changé le passé, tu peux faire un peu ce que tu veux, mais tu gardes quand même une part de réalité, et c'est très très cool. Donc vraiment, ça tacle plein de thèmes, l'homosexualité, le féminisme, ça tacle la place de l'homme, le mal alpha, etc. C'est très très actuel, tout en étant dans le passé. Je trouve ça super. Très cool. Ça me chauffe. Je recommande. En tout cas, Apple TV+. Et justement, moi j'ai aussi une série Apple TV+, dont j'ai envie de vous parler, puisque j'ai regardé les 3 premiers épisodes de Monarch Legacy of Monsters. Alors c'est une preview en fait de mon avis, puisqu'il y a 10 épisodes au total sur cette saison 1. Alors qu'est-ce que c'est ? Monarch Legacy of Monsters, c'est une série Apple TV+, qui est créée par Chris Black et développée par Chris Black et Matt Fraction, qui est un scénariste de comics, et qui est campé notamment par Wyatt et Kurt Russell, et qui jouent le même rôle à 50 ans d'écart, peu ou prou. C'est une série qui fait partie de la licence du Monsterverse, où on avait bien sûr Godzilla, King Kong, etc. Et c'est centré sur l'organisation de Monarch, qui s'intéresse aux apparitions des titans, les fameux monstres du Monsterverse. Et donc on suit d'un côté, 1 an après la réapparition de Godzilla en 2014 via le film de Gareth Edwards. On suit Kate et Kentaro Randa, qui sont deux demi-frères et demi-sœurs, qui découvrent qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs lors d'un voyage à Tokyo de Kate. Alors d'ailleurs, il y a des images de Tokyo, et alors moi tout de suite ça m'a accueilli, parce que ça m'a fait revivre un petit peu mon voyage. J'ai envie d'y retourner. Ils découvrent qu'ils sont demi-frères. Ils découvrent qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs, et surtout que leur père, qui est disparu depuis 1 an, et donc depuis l'apparition de Godzilla, leur cachait énormément de choses. Donc ils essaient un petit peu de creuser tout ça, donc il y a une partie un peu enquête. Et de l'autre, on suit les recherches de scientifiques protégés par l'officier Lee Shaw, donc qui est joué par Kurt Russell et Wyatt Russell, dès les années 70, au moment où la société Monarch a été créée.
pour essayer de comprendre un petit peu qui sont ces titans, d'où ils viennent, quels sont leurs réseaux, etc. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Assez intéressant, c'est pas trop mal réalisé, alors c'est pas incroyable, hein. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'aspect personnel de la quête des personnages, et on s'y attache vraiment. Ce à quoi je m'y attendais pas en fait, parce que c'est pas le genre... en général, quand tu vois une série spin-off d'une licence comme ça, tu te dis bon bah c'est vraiment histoire de faire des explosions et en fait on s'en fiche des persos. Là pour le coup c'est plus on s'intéresse aux personnages, et en plus de temps en temps il y a des explosions un peu sympas. Donc il y a du budget en plus, il y a des monstres à quasi chaque épisode que j'ai vu. À chaque épisode que j'ai vu. Les effets spéciaux sont pas toujours au top, suivant les incrustations des acteurs, etc. Par contre, quand il y a des monstres à l'écran, ça tabasse sévère. Il y a de l'envie, en tout cas, d'utiliser ce budget. Kurt Russell, il s'amuse, tu le vois, il cabotine de ouf. C'est ça qu'on veut. Et effectivement, Wyatt Russell lui ressemble à fond. Il y a un moment dans l'épisode 3 en fait où ils font un fade, un fondu enchaîné entre les deux visages, et tu te dis mais en fait le mec il a le même rictus que son père quoi. Ils ont raison, ce serait dommage de s'en priver de faire des montages comme ça. Clairement. Et très franchement, alors ils font exprès de se relier un petit peu au film, aux productions du Monsterverse, et c'est pas trop mal fait parce que tu vois en fait comment les civils en fait ont été frappés par ce genre de catastrophe, et c'est pas mal. C'est lié un petit peu au Skull Island ou pas ? Un peu. Ok, ça marche. Il y a une liaison assez importante au niveau de l'épisode 2, et honnêtement, moi je vais continuer parce que j'ai regardé les 3 premiers épisodes avec plaisir, et donc il y a 10 épisodes, et que je vous donnerai mon son de cloche à la fin une fois que j'aurai terminé, mais pour l'instant, c'est pas mal du tout. Ok, non mais c'était sur ma liste aussi, je pense que ça débarquera à Noël pour moi, là, je vais peut-être attendre que ça se termine, je me ferai la saison en entier, mais ça a l'air très bien aussi. Ouais, mais cette semaine ils sortent l'épisode 5, donc tu vois, c'est d'ici Noël, début janvier, tout est prêt quasi. Ouais, trop bien. Donc voilà, très cool, c'est la fin de cet épisode 30. Déjà de Pop News. 30, c'était rapide, mais à la fois... 30 épisodes déjà, depuis la refonte du podcast. On prend toujours autant de plaisir à discuter avec vous et ensemble de tout ce qui est pop culture chaque semaine. Donc ça va continuer. On vous fera des annonces plus tard sur... il va y avoir un petit peu de changement, une petite pause au début de l'année, histoire que moi je m'occupe de mon bébé à venir, mais voilà. Que les auditeurs du podcast le découvrent pour la première fois. Voilà, je vous le dis. Donc moi j'ai une vie qui change début 2024. Donc évidemment le podcast va devoir s'y adapter, et moi aussi. Donc évidemment il va certainement y avoir des adaptations sur le podcast. On essaiera de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. On pourra inviter ton enfant dans le podcast ? Ouais, je pense que c'est surtout l'enfant qui va s'y inviter. son premier podcast. Mais bref, tout ça pour vous dire que on vous parlera de ça sur la fin de l'année. Et voilà, il y aura certainement des épisodes un petit peu spéciaux dans les prochaines semaines. Ouais. Évidemment, voilà. on laisse place quand même à ton congé paternité. C'est très important quand même, la famille, plus qu'un podcast. Malheureusement, on vous adore, mais la famille, c'est sacré. Exactement. Et donc, on va terminer ce podcast avec les rappels d'usage, à savoir que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, on va dire actuels, même les anciens, Facebook, on est dessus aussi. Mais bref, donc X, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion. Qu'est-ce que j'ai oublié ? On est même sur WhatsApp. Tu nous as créé une boucle WhatsApp. Chaque semaine, je trouve un truc en plus. Tu trouves un truc en plus à chaque fois. Ouais. Alors, pour ceux qui savent pas, maintenant, il y a des chaînes sur WhatsApp. Ouais. Et il y a des grands médias et des stars en fait qui sont dessus et ils postent là-dessus. C'est un fil d'actu un peu à la Twitter. Donc, tu peux juste liker. Donc voilà, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Mais c'est pas mal parce que du coup, ça peut être utilisé comme un fil en fait que les gens viennent checker. Exactement. Et ça disparaît au bout de 30 jours, je crois quand même. Ouais. Et il paraît que sur Instagram, il y a un truc un peu similaire. Qui n'existe pas en France, je crois encore. Thread. Alors oui, mais moi je pensais au channel, je crois qu'il y a un truc comme ça qui... Je sais pas. Bref, faudra que je me renseigne. La semaine prochaine, j'aurai ça. Ouais, c'est ça. Donc toutes les semaines, un nouveau réseau social pour Pop News, bien sûr. Et sur twitch.tv/p0pnws, tous les lundis
à 20h30. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis à rejoindre le lien du Discord qui vous permettra de rejoindre la communauté rapprochée et de discuter avec nous de tout ce qui est pop culture et des news éventuelles qu'on aurait ratées toutes les semaines. Donc n'hésitez pas, et puis d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut tout le monde.